Bonjour et bienvenue dans Histoire et Gastronomie. On se retrouve 2 fois par mois pour parler d'histoire de la gastronomie. Influence, histoire vraie, mondialisation et dates clés sont les 4 séries développées dans ce podcast. Mon intention est de faire toute la lumière et de rétablir la vérité sur les thématiques abordées en m'appuyant sur des références historiques et non sur les anecdotes qui forgent les légendes. Je suis Yves Rouèche, historien et auteur culinaire. Je vous souhaite une belle écoute. Ce podcast est en 2 parties. Vous écoutez la partie 1. La gastronomie peut se résumer comme l'ensemble des règles qui constituent l'art de faire bonne chère. Celui qui maîtrise à la perfection cet art est le gastronome, un passionné de gastronomie dont le seul but est d'élever l'art du bien manger et du bien boire en art de vivre. La gastronomie est apparue en 1801 sous la plume de Joseph Berchoux. Avant lui, même si le terme de gastronomie n'était pas usité, nombre de gastronomes laissèrent leur empreinte à l'histoire. Parmi ceux-ci figurèrent Archestrate, Mythécos, Apicius et nombre d'anonymes ou de personnages moins célèbres. Après lui, Grimaud de la Reynière et Brillat-Savarin élaborèrent le discours gastronomique afin de permettre aux notables et bourgeois qui succédèrent à table à l'aristocratie et à la noblesse d'apprendre les habitudes de table et d'apprécier les bons produits et la bonne cuisine. Puis, des gastronomes réputés comme Charles Moncelet, le baron Brice ou Kurnonski s'attachèrent à faire connaître cette gastronomie au plus grand nombre. C'est cette formidable histoire des gastronomes et de la gastronomie apparue en 1801 que nous allons vous conter dans ce podcast. À l'heure de la télé-réalité culinaire et des championnats du monde de produits gourmands qui s'installent dans toutes les régions de France, le consommateur, armé de son téléphone, s'est transformé en critique culinaire. Il photographie les plats qu'il va consommer, publie ses photos sur les réseaux sociaux, commente la présentation et finalement fait et défait la réputation des cuisiniers devenus de véritables artistes culinaires et parfois même des stars. En France, la cuisine, l'art culinaire et plus généralement la gastronomie sont partout. La gastronomie envahit notre quotidien, surtout dans un pays où elle est devenue un véritable mythe depuis les fastes de Versailles et l'avènement des restaurants après la Révolution. Si au début du XIXe siècle, la gastronomie était synonyme de discours gastronomique, au XXe siècle, le mot gastronomie fut couramment employé comme synonyme d'art culinaire, de qualité alimentaire, de cuisine des chefs, de bons restaurants, mais aussi de savoir-faire des producteurs agricoles et des artisans des métiers de bouche, d'art de la consommation, de présentation des mets, de discours sur la table, etc. Les prises de parole médiatiques des chefs starisés, des producteurs reconnus et des lettrés ont eu pour conséquence de banaliser la signification du mot gastronomie. Ce qui se dissimule derrière le terme de gastronomie au XXIe siècle n'a plus grand-chose à voir avec la gastronomie de Berchoux ou de Brillat-Savarin. Aujourd'hui, de nombreux pays à travers le monde se sont appropriés le mot gastronomie, qui en est venu à désigner aussi un art local de bien manger et de bien boire, c'est-à-dire à désigner le patrimoine culinaire d'une région, d'un pays ou d'un peuple. Dans tous les cas, la gastronomie n'est plus une spécificité française. Alors, avant de débuter ce podcast, tentons de résumer cette histoire de la gastronomie et des gastronomes. Emprunté au grec gastronomia, le terme gastronomie est constitué de gaster, qui signifie ventre, et nomos, qui signifie règle. La gastronomie est donc l'art de régler l'estomac. La première mention du mot gastronomie est probablement celle d'un traité culinaire perdu du poète et gastronome grec Archestrate au IVe siècle avant notre ère. La première diffusion officielle du mot gastronomie apparaît dans la 6e édition du dictionnaire de l'Académie française en 1835, dans lequel il est défini comme l'art de faire bonne chère. Le premier ouvrage à faire mention de gastronomie dans son titre est un recueil de Joseph Berchoux publié en 1801 et intitulé « La gastronomie ou l'homme des champs à table ». Grimaud de la Reynière fut l'initiateur du discours gastronomique. Son almanach des gourmands, publié de 1803 à 1812, fut la véritable œuvre fondatrice de la gastronomie. L'almanach des gourmands était à la fois le premier guide gastronomique et le premier ouvrage de vulgarisation culinaire. Mais celui qui, le premier, a véritablement défini le mot gastronomie est Brillat-Savarin, de la physiologie du goût en 1825. La gastronomie est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Son but est de veiller à la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible. Voilà sa définition.
À la suite des méditations de Brillat-Savarin, les livres, les magazines, les restaurants, les menus, les plats et les sociétés gastronomiques se sont multipliés. On en est venu à dissocier l'alimentation de la gastronomie. L'alimentation est une nécessité caractérisée par l'acte de manger, commune à tout être vivant, qu'il soit humain ou animal. Quant à la gastronomie, elle est une quête sans limite, une recherche permanente de la qualité et une passion hédoniste. Et pour conclure, la gastronomie peut se résumer comme l'ensemble des règles qui constituent l'art de faire bonne chère. Celui qui maîtrise à la perfection cet art est le gastronome, un passionné de gastronomie dont le seul but est d'élever l'art du bien manger et du bien boire en art de vivre. Parlons maintenant du gastronome. Le gastronome est, selon le Littré, de 1872 à 1877, celui qui connaît l'art de faire bonne chère, qui aime la bonne chère. Manger en tant que gastronome devient un acte culturel, car n'oublions jamais que l'homme est doté d'un sens complexe, le goût, qui l'incite à manger au-delà de sa faim, à multiplier et à partager les expériences gustatives pour le plaisir qu'elles lui procurent. Le premier gastronome connu est probablement le poète grec du IVe siècle avant notre ère, Archestrate. Le plus célèbre des gastronomes de l'Antiquité est Apicius, auteur de Recoquinaria, qui se traduit par l'art culinaire, qui laissa à la postérité quelques 500 recettes reprises jusqu'à la fin de la période médiévale. Ce gastronome romain du 1er siècle de notre ère dépensait sans compter pour se procurer les plus grands plaisirs de la table que l'on pouvait s'offrir à l'époque. Le plus célèbre gastronome depuis l'invention du mot gastronomie au début du XIXe siècle est Jean-Antoine Brillat-Savarin, 1755-1826. Avocat, magistrat, homme politique, gastronome et auteur culinaire, il publie La physiologie du goût ou Méditation de gastronomie transcendante en 1825, dans lequel il fait l'éloge du bien manger. Pour la première fois, la gastronomie était considérée comme une science à part entière, un art. Son ouvrage fut un best-seller et la vingtaine d'aphorismes qui accompagnaient son œuvre resta dans les annales. « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es » ou « La découverte d'un mets nouveau » fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d'une étoile. Enfin, Maurice Edmond Saillant dit Kurnonski, 1872-1956, fut élu prince des gastronomes par la revue Le Bon Gîte et la Bonne Table en 1927, après le vote de plus de 3000 cuisiniers, restaurateurs et gastronomes. Journaliste, critique culinaire, homme de plume doublé d'un gastronome pratiquant, il dédia sa vie à la gastronomie et à la cuisine régionale des terroirs de France. Il considérait la gastronomie comme une religion, c'est-à-dire un lien entre les hommes. En conclusion, qu'il soit critique gastronomique, écrivain, journaliste culinaire, chef de cuisine ou simple amateur éclairé, le gastronome est un passionné de gastronomie qui élève l'art du bien manger et du bien boire en art de vivre. Découvrons maintenant ce monde des gastronomes et de la gastronomie. Qui était Archestrate, le premier gastronome de l'histoire? Archestrate, Archestratos de Chéla, de son vrai nom, était un poète, un gastronome et un grand voyageur grec du IVe siècle avant notre ère. Il entreprit un long voyage dans la Grande Grèce, nom donné aux côtes méridionales de l'Italie, correspondant aujourd'hui à la Campanie, la Calabre, la Basilicate, les Pouilles et la Sicile, afin de s'enquérir des habitudes gastronomiques de ces terres grecques éloignées. Pour ce faire, il goûta les spécialités locales, prit des notes et rédigea quelques recettes. Il en résulta un poème épique en vers, dans lequel il traitait à la fois de l'art gastronomique et des conventions sociales de la table de son époque. Les anciens donnèrent plusieurs noms à cet ouvrage, dont Gastronomia et Gastrologia. Archestrate serait donc le premier gastronome connu. Voilà comment commençait son ouvrage. C'est pour toute la Grèce que j'écris ces préceptes, afin qu'on mange ensemble à une même table délicate et qu'on ne soit pas plus de 3 ou 4, ou tout au plus 5. Autrement, c'est une tente de soldats maraudeurs. 2000 ans plus tard, Joseph Berchoux, le poète français qui popularisa le mot gastronomie en 1801 dans son ouvrage intitulé « La gastronomie ou l'homme des champs à table », rendit hommage à Archestrate en ces termes. Il est l'auteur d'un poème intitulé « La gastronomie ». Cet auteur fut l'ami d'un des fils de Périclès. Il avait parcouru les terres et les mers pour connaître par lui-même ce qu'elles produisent de meilleur. Il s'instruisait dans ses voyages, non des mœurs des peuples, dont il est inutile de s'instruire, puisqu'il est impossible de les changer, mais il entrait dans les laboratoires où se préparent les délices de la table. Il n'eut de commerce qu'avec les hommes utiles à ses plaisirs. Son poème est un trésor de lumière et ne contient pas un vers qui ne soit un précepte. C'est dans cette école
que plusieurs cuisiniers ont puisé les principes d'un art qui les a rendus immortels. Qui était Mythékos, l'auteur du premier ouvrage culinaire ? La tradition culinaire grecque connut un grand succès en Sicile, où les banquets et symposiums étaient célèbres chez les riches citoyens pour leur faste. Cette tradition se répandit dans l'ensemble du monde grec grâce à quelques ouvrages de cuisine écrits en prose à la fin du 5e siècle avant notre ère par des auteurs originaires de Sicile. L'art culinaire, ouvrage de Mythékos, cuisinier grec de Sicile, fut le plus ancien livre culinaire au monde dont le titre était connu. Malheureusement, cet ouvrage disparut à jamais. Seule une recette de poisson, mentionnée quelques siècles plus tard, nous parvint en ces termes contenus sur une seule ligne. Tania, vider, jeter la tête, laver, couper en tranches, ajouter du fromage et de l'huile d'olive, point final. On ne peut plus succinct comme recette de cuisine. Qui était Apicius, le plus célèbre gastronome romain ? Au temps de sa splendeur, la civilisation romaine emprunta beaucoup aux Grecs et plus tard aux Égyptiens pour élaborer les recettes de la cuisine romaine et porter son art culinaire au sommet. Si le blé restait l'aliment de base pour le peuple et l'armée, l'aristocratie consommait des plats raffinés, agrémentés de miel, pignons, viande, poissons, fritures, vin, légumes, huile d'olive, fromage, omelettes sucrées et salées, fruits et épices venus de toute la zone d'influence de l'Empire. La splendeur de la table romaine était parvenue à un raffinement qui transparaissait dans les recettes d'Apicius, 25 avant Jésus-Christ, 37 après Jésus-Christ. Grand gastronome romain du 1er siècle, cité par Tacite, Pline, Sénèque et auteur du plus ancien livre de cuisine qui nous soit parvenu, le De Re Coquinaria, traduit en français par l'art culinaire. Ce riche épicurien dépensait sans compter pour se procurer les plus grands plaisirs de la table que l'on pouvait s'offrir à l'époque. Il marqua les esprits et l'histoire culinaire par l'extravagance des recettes qu'il avait inventées pour préparer le talon de chameau, la langue de flamand ou le foie de rouget. Il émerveilla les élites romaines avec sa tétine de truie farcie aux oursins, ses escargots engraissés au lait et frits, son foie de truie gavé aux figues sèches et au vin mielé, et son ragoût de crête de coq arraché à des volailles encore vivantes. Ces festins, au coût exorbitant, portaient le raffinement à l'extrême. Il recommandait de gaver les oies de figues sèches avant de les tuer en leur faisant boire du vin mielé. Il était capable d'affréter un navire pour aller chercher des crevettes en Libye qui lui avait-on dit étaient d'une taille exceptionnelle et d'opérer un demi-tour sans même accoster quand il vit que les crustacés n'avaient pas la taille désirée. Apicius connut la célébrité par les sauces qu'il inventa et par les nombreuses recettes qu'il codifia, dont certaines se propagèrent jusqu'à nous, parmi lesquelles figuraient les quenelles de crustacés, de calamars ou de vulves de truie, les saucisses de porc fumé, le ragoût de sanglier, l'estomac de porc farci, peut-être l'ancêtre de la maoche ardéchoise, et la patina, une préparation de viande, de poisson ou de légumes liée avec des œufs et mise à cuire dans un moule à pâté de formes diverses. Avec la décadence des mœurs, la gloutonnerie et le luxe des mets servis devinrent les principales caractéristiques de la table romaine, dans laquelle le goût des aliments avait moins d'importance que leur rareté et leur abondance. Apicius eut une fin digne de ses extravagances culinaires. Ce gastronome qui vivait dans le luxe dépensa plus de 100 millions de sesterces pour satisfaire sa passion du bien manger. Selon Sénèque, philosophe et homme d'État romain, quand Apicius décida de faire ses comptes et comprit qu'il ne lui restait plus que 10 millions de sesterces, il préféra s'empoisonner plutôt que de réduire son train de vie fastueux. Après les écrits et propos de ses premiers gastronomes, le terme de gastronomie apparut pour la première fois en 1801 sous la plume du poète Joseph Berchoux et devint une véritable science avec Brillat-Savarin. C'est ce que nous allons traiter maintenant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, posons-nous une question fondamentale. Pourquoi la gastronomie est-elle née en France et pas ailleurs ? En 1846, dans Paris à table, Eugène Briffaut écrivait « L'Europe nous a demandé nos restaurateurs comme des missionnaires de civilisation. Sous l'Empire, on fait s'élever si haut la réputation des restaurants de Paris qu'ils firent en Europe pour notre cuisine ce que les XVIIe et XVIIIe siècles avaient fait pour notre littérature. Ils la rendirent universelle. » Cette suprématie de la cuisine française et de ses restaurateurs fit partie intégrante du mythe gastronomique français et l'invention du restaurant et sa renommée furent souvent mentionnés comme les éléments clés de la naissance de la gastronomie en France.
L'autre facteur, évoqué par de nombreux auteurs et par Auguste Escoffier en personne, était la diversité des climats, qui induisait une diversité des terroirs. Ceux-ci produisaient naturellement et en abondance les meilleurs fruits et légumes, les plus fines volailles, les viandes les plus tendres, les gibiers les plus variés et les meilleurs vins de la planète. C'est donc naturellement que le Français devint un grand cuisinier. Mais cette gastronomie n'aurait jamais pu voir le jour sans une longue tradition de la table aristocratique versaillaise, tombée dans le domaine public après la Révolution et reprise à son compte par la nouvelle classe dirigeante, la bourgeoisie. Ainsi, la cuisine française, codifiée par Antonin Carême, devint la référence internationale au même titre que la langue française, codifiée par Richelieu, ou la peinture, codifiée par Colbert. Ce fut en raison de ces trois facteurs que l'art culinaire ou la gastronomie du XIXe siècle naquit en France et nulle part ailleurs, et celle-ci émergea après la Révolution seulement, car il fallut qu'un double bouleversement à la fois économique et politique n'intervint pour que la gastronomie émerge. Le bouleversement économique fut le libéralisme de la fin du XVIIIe siècle qui conduisit à l'abolition des corporations et à la naissance du restaurant, qui permit enfin à toute personne fortunée de faire bonne chère dans la capitale, sans justifier d'une appartenance à une élite et encore moins aux élites d'Ancien Régime. Mais le restaurant parisien n'aurait jamais connu le succès qu'il rencontra si le bouleversement politique né avec la Révolution n'était intervenu. Il permit de faire changer les fortunes de main, de passer la grande cuisine française des châteaux de la noblesse à la table des restaurants. Le savoir cuisiner des officiers de bouche de grandes maisons aux cuisiniers de restaurants et de permettre à quantité de nouveaux riches d'obtenir la respectabilité par la qualité et l'opulence des tables qu'ils fréquentaient. La cuisine entamait sa longue marche démocratique de la cour à la ville, de la noblesse à la bourgeoisie. Après l'invention du restaurant, avant la Révolution, le retour à une certaine stabilité sous Napoléon Ier s'accompagna de la naissance d'une nouvelle science, la gastronomie. Une fois le terme apparu en 1800, il devint rapidement un discours gastronomique sous l'influence des deux premiers critiques culinaires de l'histoire, Grimaud de la Reynière et Brillat-Savarin. Ce discours était l'outil dont avait besoin la nouvelle classe dirigeante, la bourgeoisie, qui entendait se servir de la cuisine pour exprimer son pouvoir et son rôle dans la direction du pays. Abordons maintenant la gastronomie selon Joseph Berchoux. Le XIXe siècle démarra en fanfare puisque dès 1801 parut le premier ouvrage mentionnant le mot « gastronomie » dans son titre. Il s'agit d'un poème didactique en 4 chants de Joseph Berchoux, 1760-1839, intitulé « La gastronomie ou l'homme des champs à table » pour servir de suite à l'homme des champs. Le livre de Berchoux fut écrit à la destination de l'homme des champs, c'est-à-dire à l'attention de la nouvelle classe dirigeante, la bourgeoisie, aux riches et parvenus qui firent fortune après la Révolution par la vente de biens nationaux et qui ne connaissaient rien aux usages de la table. Il mit en vers la cuisine antique, le cuisinier, les services de la table, les mets, l'ordre des mets et la conversation à table. Voici quelques-uns de ces vers. Je chante l'homme à table et dirai la manière d'embellir un repas. Je dirai le secret d'augmenter les plaisirs d'un aimable banquet, d'y fixer l'amitié, de s'y plaire sans cesse et d'y déraisonner dans une douce ivresse. Je vais, de mon ardeur poétique et divine, mettre au rang des beaux-arts celui de la cuisine. Selon Joseph Berchoux, la gastronomie était l'art de la cuisine et d'accommoder les mets. Poursuivons avec la gastronomie selon Grimaud de la Reynière. Après la Révolution française, la gastronomie se transforma et, avec la naissance des restaurants, la bonne chère se démocratisa, n'était plus réservée à un petit nombre de maisons opulentes, soit de la cour, soit de la finance, soit de la robe. Alexandre Balthazar Laurent Grimaud de la Reynière offrit à ce nouveau public les clés pour appréhender la gastronomie. Né en 1758 de l'union de Laurent Grimaud de la Reynière, un riche fermier général, et Françoise de Jarente, fille du marquis d'Orgeval, il était légataire d'une belle fortune et habitué à fréquenter les personnalités les plus importantes de la société parisienne que sa mère recevait dans son salon. Malheureusement, la nature l'avait doté d'un handicap des mains à la naissance. Il était né sans doigts, principale raison qui poussa sa mère à l'écarter de son entourage. Cette infirmité fut probablement à l'origine de son caractère provocateur et du ressentiment qu'il porta tout au long de sa vie à l'encontre de ses parents. Il mit tout en œuvre pour ridiculiser les siens et scandaliser la cour et la ville. Il acquit la célébrité par l'organisation de son premier souper funèbre, le 1er février 1783. Après avoir adressé une invitation rédigée comme un faire-part de deuil, il reçut 22 convives, magistrats, avocats et gens de lettres pour un somptueux souper de 9 services en l'hôtel particulier de son père.
Une fois les convives installés autour de la table, au centre de laquelle trônait son catafalque, 300 spectateurs, eux aussi conviés à assister au spectacle, furent invités à défiler, sans s'arrêter, sur une galerie qui surplombait la table du festin. Après ce premier souper réussi, Grimaud de la Reynière poursuivit ses frasques en invitant 2 fois par semaine écrivains et poètes à sa table, quelle que soit leur renommée. Sa mère, lasse de voir son hôtel particulier être le théâtre des rassemblements organisés par son fils, intrigua pour obtenir une lettre de cachet à son encontre. Il se retrouva assigné à résidence pendant 2 ans dans un couvent de Bernardins près de Nancy. Une période qu'il mit à profit pour approfondir ses connaissances en matière de bonne chère à la table du père abbé. Il poursuivit ensuite son éducation au goût à Lyon, ville déjà renommée en matière de gastronomie, où il s'installa comme négociant en épicerie, parfumerie et droguerie. Entre 1803 et 1812, Grimaud de la Reynière publia 8 tomes de son almanach des gourmands, ou calendrier nutritif servant de guide dans les moyens de faire excellente chère. Il parcourait les rues de Paris à la recherche des meilleurs artisans de bouche et rédigeait de précieuses descriptions des produits à consommer selon les mois et les saisons. Son almanach s'ouvrait avec un calendrier nutritif, se poursuivait avec un itinéraire nutritif ou promenade d'un gourmand dans les divers quartiers de Paris et se terminait avec des variétés nutritives faites de maximes, de réflexions, d'anecdotes et de folies gourmandes. C'était une sorte de guide pratique qui proposait les meilleures adresses de la capitale. L'almanach des gourmands posait les jalons de la critique gastronomique en cherchant à favoriser l'accès au plaisir de manger et de boire dans les restaurants. Véritable œuvre fondatrice de la gastronomie, l'almanach des gourmands était à la fois le premier guide gastronomique et le premier ouvrage de vulgarisation culinaire. Les fournisseurs, restaurateurs, traiteurs, qui comprirent très vite l'intérêt qu'ils pouvaient tirer d'être référencés dans cet almanach, lui firent parvenir quantité de leurs spécialités pour évaluation et mention de l'almanach des gourmands. Face à l'afflux de ces produits, et pour afficher une impartialité dans ses référencements, il mit en place un jury dégustateur chargé de se réunir pour tester, déguster, évaluer les marchandises et produire un procès-verbal appelé « légitimation ». Il n'y eut pas moins de 465 réunions du jury, des repas d'une trentaine de plats qui duraient 5 heures. Face au succès de l'almanach des gourmands, Grimaud de la Reynière publia en 1808 le Manuel des Amphitryon, qu'il destinait aux nouveaux amphitryon et nouveaux convives issus de la Révolution, l'amphitryon étant l'hôte chez qui vous êtes invité à manger. Grimaud de la Reynière se présentait alors comme le garant des valeurs traditionnelles de la civilité de table que les nouveaux riches devaient respecter. Son Manuel des Amphitryon était une espèce de catéchisme dont la connaissance les initiera dans l'art de bien vivre et de bien faire vivre les autres, disait-il. Divisé en 3 parties, son ouvrage ouvrait sur un traité de dissection des viandes, exercice hautement délicat, autrefois réservé à l'écuyer tranchant, que l'amphitryon se devait aujourd'hui d'exécuter à la perfection pour ses invités. Il se poursuivait par la composition des repas avec un ensemble de menus classés selon les saisons pour des tables de 15 à 60 couverts. Enfin, il se terminait par un apprentissage des éléments de politesse gourmande dans laquelle était enseignée la pratique du grand art de savoir-vivre. Il traitait à la fois des règles régissant l'invitation, l'accueil, le placement des convives à table. En fait, il regroupait dans un même ouvrage une mise en forme et en code des fonctions vitales de l'amphitryon, à savoir le service, limité à la fonction réservée du maître de maison, la découpe des viandes, l'ordonnance des repas avec des menus types et enfin la sociabilité de la table. Toutefois, il précisait bien que si son ouvrage était indispensable aux nouveaux amphitryon, celui-ci ne remplacerait jamais la naissance, l'éducation et l'habitude du grand monde qui donnait le bon usage de l'étiquette gourmande. Le premier traité gastronomique était né. Ce podcast est en 2 parties. Pour poursuivre l'écoute, je vous invite à écouter la partie 2. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cet épisode vous a été profitable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon initiative sur Apple Podcast en faisant défiler la page de mon podcast Histoire et Gastronomie jusqu'à la section Notes et avis et en laissant une note 5 étoiles et un commentaire. Si vous souhaitez entrer en contact avec moi pour une conférence, une intervention dans une école ou un projet éditorial, vous pouvez me joindre sur Facebook ou LinkedIn sous mon propre nom, Yves Rouèche. À bientôt, j'espère, sur Histoire et Gastronomie.